Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Dr Hélène Milot, chirurgienne à l'hôpital Leroyer à Baie-Comeau. Hélène est une très bonne amie. Je l'ai connue lors de sa résidence à Québec à la fin des années 2000. J'ai d'ailleurs déjà reçu son conjoint, Dr Olivier Mailloux, comme invité au balado en 2021. Hélène et Olivier sont installés à Baie-Comeau où ils ont une carrière active de chirurgien, tout en élevant leur famille de 3 enfants. Je discute avec Hélène de tout ce qui entoure son choix de carrière, son choix de milieu de pratique et les contraintes que cela implique pour sa vie personnelle et professionnelle. Malgré les difficultés que cela engendre, Hélène fait un plaidoyer fort positif en faveur de la pratique en région. Une entrevue fort intéressante pour quiconque veut en apprendre davantage sur la réalité de la pratique médicale en région éloignée au Québec. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Teach, Eurofin Environex et Go Mouton. Un, deux, trois, action! Hélène, bienvenue. Salut! Ça va bien? Yes, merci! Hey, merci. Alors, on vient de démarrer le podcast, donc ici. Alors, tu es une des premières invitées en mode vidéo. Parfait. Donc, c'est gentil d'être là, donc prendre le temps, puis en direct presque fraîche arrivée de Baie-Comeau. Oui, tout à fait, hier soir. Et on a déjà fait un podcast ensemble sur les arrêts de travail. Oui, tout à fait, avec Donc, Scalpel sur le sel. Pause publicitaire pour l'Association québécoise de chirurgie. Puis là, finalement, on voulait faire un podcast ensemble à Baie-Comeau quand je suis allé faire du remplacement. Oui, pour mais discuter. j'étais malade, j'ai eu un bon streptocoque. C'était moins bon un peu cette soirée-là. Donc, Tout à fait. Je n'étais pas à mon meilleur. Là, je suis plus en forme en ce moment. C'est bon. Fait qu'écoute, on se lance. Donc, je voulais te demander d'abord la profession de chirurgienne. Donc, d'où ça vient, ça? D'où ça vient? Écoute, honnêtement, là, je repense à ça, puis ça m'est venu quand même assez tardivement parce que même la médecine en elle-même ne m'est pas venue intuitivement. J'étais vraiment touche à tout au secondaire puis au cégep. J'ai même pris sciences lettres et arts pour vraiment couvrir tous mes horizons possibles. Puis finalement, quand on voit qu'on a le potentiel au niveau des notes puis tout ça, là, je me suis dit, je vais essayer la médecine parce qu'effectivement, ça aussi, c'est une profession qui est très, très vaste. Et encore une fois, j'ai pris ce qu'il y avait de plus vaste, je crois, comme spécialité. J'ai pris la chirurgie générale en me disant que, justement, je pourrais modeler mon avenir en fonction des différents intérêts que je découvrirais au fil de ma formation. Mm-hmm. Puis, je suis restée dans ce qu'il y a de plus général, c'est-à-dire d'aller en région, une région très éloignée. Alors, mon coffre à outils est gigantesque et je puise dedans toutes les semaines. Parce que, dans le fond, j'ai fait un choix de prendre une profession, qui en elle-même, de par son nom, est très générale et touche beaucoup de systèmes, et encore plus en région éloignée où là, je couvre toutes les surspécialités qu'on connaît dans les milieux urbains, dans les centres tertiaires. Donc, on est la première ligne en région à couvrir tout ça. Ça vient avec son lot de défis, je te le cacherai pas, mais ça me colle vraiment bien, je crois. Trouves-tu qu'il y a, un caractère péjoratif au fait d'être chirurgienne générale? Effectivement, je ne sais pas d'où vient la nomenclature exactement, parce que tous nos autres collègues des autres spécialités chirurgicales, de par leur nom, on comprend quelle spécialité ils touchent, concrètement. Urologue, gynécologue, neurochirurgien, chirurgien cardiaque, etc. Alors que nous, on porte le terme général. Donc, parfois, les patients, justement, demandent des précisions, savoir quel système on couvre. Mais
de par le fait que je suis en région, ben là, justement, ils s'attendent à ce que je couvre tout, puis c'est pas mal ce que je fais finalement. Ben, en fait, ce que j'ai souvent entendu, moi, c'est des patients ou des gens qui disaient « Qu'est-ce que vous faites? » Ben, je suis chirurgien général, là, donc t'as pas fait de spécialité. Ouais, non, je pense que là, depuis le temps, je pense que les gens ont bien compris qu'on n'est pas des généralistes chirurgicaux, en ce sens qu'on fait pas toutes les spécialités. Mais rapidement, là, quand on explique aux patients qu'on fait ce qui se trouve entre le cou et les jambes, et puis mais en excluant tout ce qui est gynéco puis uro. Puis encore dans ma pratique, je te dirais que je fais un peu d'uro à travers tout ça, là, sur la garde particulièrement. Tout ce qui est digestif et tout ce qui est les maladies du sein, en fait. Là. Okay. Les patients le comprennent assez vite. Là. OK. Pour la petite histoire, tu sauras que lorsque j'ai commencé à pratiquer, l'association s'appelait l'Association québécoise des chirurgiens généraux. OK. Et il y avait eu à l'époque une consultation auprès des membres. On voulait rebaptiser l'association pour se débarrasser du mot général. Du mot général. C'est pas bête. Il y avait eu un petit sondage, là, finalement, puis le terme actuel vient un peu du modèle français, finalement, donc l'Association française de chirurgie, mais je me rappelle, moi, d'avoir envoyé des courriels à l'association pour dire, écoutez, moi, je pense que ça devrait s'appeler comme ça. En Europe, c'est vraiment, il y a la portion de chirurgie viscérale, alors que même les maladies du sein, en fait, sont même parfois couvertes par des gynécologues. Donc, je pense que ça dépend effectivement du continent où on se trouve, mais là, bon, en fait, de toute façon, j'ai pas mes preuves à faire en justifiant mon titre de général, tant qu'on comprend là, quelle spécialité on couvre là, dans notre quotidien. Là. Avec le recul, c'est drôle, j'ai vu une de tes patientes aujourd'hui, je voyais le numéro de facturation. Oui, donc 2013. Exact. Mais avec le recul, ferais-tu autre chose ou... Sérieusement, plus ça avance, plus je suis convaincue d'être à ma place. Je n'ai pas le syndrome de l'imposteur, si on veut. Là, là ça fait un bon gros 10 ans que je pratique. Bon, quelques petites pauses de maternité, là. Mais pas tant que ça, finalement. Et puis, je m'actualise tellement bien à travers ce travail-là que je pense que finalement, toutes mes décisions qui m'ont menée à être chirurgienne générale, au final, ont bien répondu là, à mes besoins personnels, d'actualisation personnelle, là, d'épanouissement professionnel et de conjugaison ensuite, là, travail, famille et couple, là, finalement. On va en reparler un petit peu plus tard, mais oui, tout à fait. Je pense que j'ai bien pris mes décisions, puis j'ai été aussi bien aiguillée à travers certains mentors que j'ai eus à travers ma formation médicale. Par exemple, moi, je viens de Sherbrooke, là. Et puis, j'ai fait ma médecine là-bas, puis on avait l'approche par problème. Donc, on côtoyait pendant 1 mois ou 2 le même tuteur. Et c'était pas rare qu'à la fin des évaluations, justement, de ces différentes, portions là, du programme de médecine, il me disait toujours, j'avais une personnalité chirurgicale, une personnalité, il y a les médicus, puis les chirurgicus, puis toi, t'es chirurgicus, puis... Ben, on sait pas trop ce que ça veut dire comme étudiant en médecine, mais on finit par accepter que, ben, en fait, pas que c'est pas un compliment ou quoi que ce soit, mais plus que c'est une caractérisation. Et puis, ben, on se dit, ben, je vais aller explorer plus cette avenue-là. Clairement, il y en a qui en connaissent plus que moi, puis qui trouvent que ça me colle à la peau. Et c'est pour ça que j'ai pris ce qu'il y avait de plus général, c'est-à-dire la chirurgie générale, pour appliquer là, pour un programme de résidence. Alors, tu as ouvert la porte au fait que ton conjoint, Olivier Mailloux, est chirurgien aussi. Oui, donc, exact. La première question, il y avait le choix du milieu. Oui. Je m'en rappelle. Ouais, choix du milieu. Un couple de chirurgiens, ça se place pas comme... C'est ça. C'est sûr que de notre côté, à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans, donc quand on était R3, R4, puis qu'on regardait les possibilités devant nous, il y avait très peu de possibilités de recrutement en ville. Il y a plein de bons jeunes chirurgiens, comme toi, par exemple, et il n'y a pas grand monde qui était proche de la retraite. Non. Et puis, on regardait dans des milieux limitrophes, il n'y a pas beaucoup de possibilités non plus, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, notre alma mater, ça demeure Québec, puis c'est un milieu de vie qu'on aimait beaucoup, on aurait aimé ça rester. Mais d'un autre côté, je ne cacherai pas que le milieu universitaire commençait à peser aussi, puis la lourdeur de cette grosse machine. On trouvait qu'on ferait plus œuvre utile d'aller en région éloignée. Puis on a exploré, par exemple, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi, Côte-Nord, etc. Mais bon, ça a été du bouche à oreille pour avoir
cette ouverture-là auprès de la Côte-Nord, milieu qu'on n'avait jamais exploré auparavant, là, sauf Olivier qui avait fait des stages à Sept-Îles avant, là, mais c'est vraiment pas une région qu'on connaissait. Puis là, ben, fallait être assez ouvert d'esprit en se disant, ben oui, effectivement, on est 2 chirurgiens à placer au même moment, dans un même milieu, on veut pas être les 2 seuls. Donc, le match s'est fait. On a eu des super bons mentors qui nous ont accueillis. Puis ça, je l'enseigne encore à mes étudiants. Quand je les vois, je dis, vous choisissez le milieu de travail, oui, pour la ville, mais sérieusement, là, c'est les collègues que vous devez choisir en premier. Ça fait toute la différence sur la qualité de pratique, sur l'intégration, et puis, c'est eux qu'on côtoie le plus au quotidien, là. Fait que j'ai eu d'excellents mentors. J'ai eu Dr. Brie et Dr. Nadeau, qui sont des chirurgiens d'une génération qui nous précède et qui sont effectivement au front en région depuis tellement longtemps. Ils ont tout vu. Ils ont tout entendu, ils ont tout vécu. Et ça a été, comment dire, notre deuxième lot de professeurs qu'on a eu dans notre formation. Puis alors qu'on était chirurgien diplômé, il y a tellement de choses qu'on n'apprend pas dans les livres de médecine ou dans ce qu'on doit étudier pour le Collège Royal ou dans ce qu'on voit dans les milieux universitaires. Il y a tout un autre monde en région éloignée et même très éloignée comme la nôtre. Et donc, d'avoir des mentors comme ça sur place, ça a fait toute la différence pour consolider que ouais, ben on va rester ici finalement, là. On va rester à Baie-Comeau. Puis on va redevenir le mentor de l'autre relève qui va s'en venir. D'autres personnes, c'est ça. Ouais, bon, ça tarde, là, de ce côté-là. Mais on a très hâte, d'ailleurs. Mais c'est ça. Fait qu'il fallait rester ouvert à l'idée d'aller en région, puis trouver 2 prêmes en même temps pour la même spécialité. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Mais le match s'est fait pour la Côte-Nord, pour Baie-Comeau. Puis depuis ce temps, mais on est vraiment pleinement épanouis, là. Alors, c'est la minute publicitaire, donc peut-être les jeunes résidents qui t'écoutent ou en puissance, chirurgien en puissance, 2 prêmes. Mais oui. Donne-moi quelques raisons là, qui justifieraient de s'installer en région, là, peut-être de surprendre le candidat. J'ai quelques idées en tête, là, ayant moi-même travaillé donc, oui, ben en fait, en milieu éloigné, pas extra-universitaire. Oui. En fait, au niveau de la pratique en région, la petitesse de l'hôpital amène une promiscuité, puis une franche camaraderie assez importante avec tous les autres professionnels dans l'hôpital. Honnêtement, le bloc opératoire, puis tout le staff de la clinique externe, de la l'endoscopie, puis du bloc opératoire, c'est ma deuxième famille. Puis sérieusement, je m'ennuie d'eux quand ça fait, mettons, 2 semaines qu'on est partis en vacances. J'ai hâte de les revoir. Okay. C'est plus que des collègues, c'est vraiment des amis. On a un très, très beau partenariat, mais ça va bien au-delà de la collégialité. Donc, cette petitesse-là fait qu'on est vraiment très, très proches. À l'inverse, c'est sûr que si on ne s'entend pas avec l'un d'eux, je peux comprendre que ça pèse plus lourd parce que on les recroise vite, là. Mais nous, on est bénis de ce côté-là. On a de très, très belles amitiés qui ont été développées. Puis, tout le monde nous connaît dans l'hôpital. Et donc, justement, quand on s'implique, puis Olivier et moi, on est 2 personnes extrêmement impliquées. On a un gros leadership de ce côté-là. Tout à fait. C'est que nos projets, on est capable de les réaliser. On connaît les gens qu'il faut approcher pour faire réaliser ces projets-là. C'est pas lancé dans le vide du tout. On connaît tous les acteurs du milieu, on connaît toutes les personnes clés et à l'inverse, nous-mêmes, nous devenons des personnes clés pour d'autres qui voudraient faire réaliser aussi leurs projets. Donc, je pense qu'en s'impliquant, on peut faire réaliser vraiment plein de choses dans notre milieu. Fait que ça, c'est un des gros arguments. Faut aimer ça, on s'entend, là. Cette promiscuité-là, on travaille pas du tout dans l'anonymat. Tout le monde nous connaît dans l'hôpital. Tout le monde... On soigne... En ville, même, toujours. Je dirais. Plus qu'en ville. À l'épicerie. Effectivement. C'est sûr qu'à l'épicerie, ça peut amener à des situations plutôt loufoques. Parler de proctite radique devant le rack à Clémentine avec tes 2 enfants dans le panier, ça m'est arrivé. Mais jusqu'à maintenant, ça m'a bien servi. OK? Peut-être parce que je l'apprécie, puis ça me dérange pas de vivre dans l'anonymat. Peut-être quelqu'un qui voudrait avoir une vie plus privée trouverait ça un petit peu plus lourd, mais moi, puis avec les enfants, ça me rejoint plus, cette proximité-là. Et de voir l'impact des projets qu'on implante, qu'on développe, on le voit concrètement. On voit le fruit de tous nos efforts, puis ça, c'est magique. Parce que là, quand tu t'impliques, puis tu vois le résultat de ton implication, puis tu peux te développer toujours plus, c'est extrêmement motivant.
C'est extrêmement valorisant. L'autre côté de la région, sérieusement, c'est la nature. On est très, très proche de la nature. Personnellement, ça répond à un grand besoin. Puis, la Côte-Nord, c'est un grand parc, c'est un gros terrain de jeu pour les enfants, pour les adultes. C'est vraiment génial de ce côté-là. Puis, partir en raquette de la maison parce qu'il y a eu une grosse bordée, puis mettre les lampes frontales aux enfants, puis go, on part, puis quand on vient, on fait les chocolats chauds, tout ça, ben ça, c'est un mode chalet, mais nous, c'est notre mode de vie du quotidien. Fait qu'on est un beau beat relax en dehors du milieu de travail, puis ça apaise énormément. Mais c'est drôle, tu as dit beaucoup de choses intéressantes, mais tu parlais de mener des projets à terme, puis ça, probablement que si tu revenais en ville, ce serait la chose qui te frapperait le plus. Ouais. La lourdeur administrative. Tout à fait. J'ai déjà raconté cette anecdote-là. À l'époque, à Drummondville, mes collègues Steve Miller, Richard Laplante voulaient mettre... En fait, c'était la première salle de chirurgie laparoscopique au Québec. Donc, OK. Avec les équipements, l'intégration qu'on appelle, donc les ordinateurs dans la salle, tout ça. Puis à l'époque, Richard aussi avait décidé, on va faire une salle de chirurgie laparoscopique. Alors, littéralement, Steve avait débarqué dans le bureau du directeur général, avait dit, écoute, ça prend une salle de chirurgie laparoscopique. Puis le directeur général dit, c'est une excellente idée. Puis finalement, à l'époque, ça coûtait à peu près 150 000 OK. Aujourd'hui, on est peut-être dans le million, là, disons. Probablement, oui. Alors, parfait, 150 000. Alors, on va faire une levée de fonds. Donc, parle à la présidente ou le président de la fondation à l'époque. Puis, je me rappelle que je pense 4 ou 6 semaines plus tard, on avait 150 000 là, ça avait été. Puis, je me rappelle d'être allé quelques jours plus tard, moi, donner une petite présentation aux bénévoles. Pour les remercier, tout ça, là? Ben non, la première section, c'est d'aller voir les bénévoles qui appelaient les donateurs pour leur expliquer c'est quoi une salle de chirurgie laparoscopique pour que les gens puissent appeler au téléphone et dire voulez-vous donner de l'argent à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, on construit une salle de chirurgie laparoscopique. Alors ça, quand on revient en ville, ça doit être lourd. C'est la petite portion qui frappe un peu quand ça prend 2 à 3 ans pour atteindre exactement le même projet. Le même objectif. Mais on finit par s'habituer ou par se désabusé ou je ne sais trop. Dis-moi, parle un peu, j'aimerais ça que tu me parles un peu du milieu de travail de Baie-Comeau, là, le bassin de population, la clientèle. Pour être allé une fois, ce sont des enjeux vraiment notre éloignement, et spécifiques à certains on n'est pas une banlieue, on est vraiment autonome. De par notre éloignement géographique, on doit être autonome sur place. C'est-à-dire qu'on a des équipements de pointe et on ratisse large parce qu'on doit offrir des soins de première ligne de très haute qualité parce qu'on n'est pas toujours capable de transférer nos patients. Donc, on couvre près de 40 000 de population, mais sur un territoire qui se voit de la Lune. C'est vraiment très, très grand, là, la Côte-Nord. Donc, nous, ça part de Sacré-Cœur, Tadoussac, ensuite, c'est les Escoumins, jusqu'à Forestville, Baie-Comeau, puis on dépasse ça pour aller Godbout, Baie-Trinité. Donc, on a un très, très large territoire, puis on couvre un petit peu plus haut aussi dans les terres, là, jusqu'à Manic-Sainte, par exemple. OK. Donc, il y a beaucoup de trauma. C'est super intéressant. On est vraiment la première ligne pour le trauma. Et puis ensuite, on a des orthopédistes sur place. On a gynécologue. On a 4 gynécos sur place aussi. Médecine interne, médecine de famille qui couvre tout. Absolument tout. Ils sont géniaux. Ils sont extrêmement polyvalents. On a de la psychiatrie, un petit peu de pédiatrie également. Mais je dirais que vraiment, c'est un hôpital de généralistes. Okay? C'est de la médecine hospitalière de très haute qualité. Même chose à l'urgence. On n'a pas des MU3, là. C'est des médecins de famille, mais qui ont appris à devenir extrêmement polyvalents et autonomes jusqu'à temps qu'on doive transférer les patients, etc. Et donc, c'est pour ça que le chirurgien général est rapidement appelé aussi en renfort, tout comme l'interniste, parce qu'on est les premiers spécialistes sur place à pouvoir répondre. Il y a l'anesthésie également là, qui contribue énormément. Et donc, on ratisse large. On a un bon bassin d'imagerie aussi, là, TDM, résonance magnétique. On n'a pas d'angio de radiologie d'intervention. Des fois, on a de la télémédecine aussi de ce côté-là. C'est pas toujours facile. Un petit département de médecine nucléaire qui est relativement autonome. C'est bien agréable de travailler de ce côté-là aussi avec eux. Donc,
on parvient à répondre aux besoins des Nord-Côtiers sans qu'ils aient toujours à aller à Québec. Et puis, on a développé certaines expertises, notamment la laparoscopie avancée, par exemple, pour parler là, de notre créneau. On est très, très bien équipés, puis justement, toujours à travers là, une levée de fonds, justement, avec la Fondation, on a développé la fluorescence. Donc, on était un des premiers centres au Québec à avoir de la fluorescence pour la laparoscopie. Mais ça a été tellement, entre guillemets, facile d'instaurer ça. Là. Pour nos auditeurs qui ne sont pas médecins, oui, l'utilisation de la fluorescence. Oui, tout à fait. La fluorescence, en fait, c'est habituellement par laparoscopie, mais ça peut aussi s'utiliser là, en laparotomie ou pour d'autres modalités de chirurgie, en ORL ou en maladie du sein ou en urologie, où on injecte un liquide qui est rehaussant par une caméra qui perçoit ce que l'œil nu ne voit pas. Donc, ça prend un processeur spécial. Et donc, notamment, nous, on l'utilise en chirurgie générale pour identifier la vascularisation ou les voies biliaires qui, à l'œil nu, ne se verraient pas. Donc, c'est vraiment une corde de plus à notre arc pour diminuer nos complications. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Dis-moi, je t'ai interrompu, donc, oui. Mais tu parlais des enjeux spécifiques. L'éloignement est un enjeu vraiment tout à fait. Donc, on a l'obligation de stabiliser nos patients parce que nous, on relève de l'EVAC par avion-ambulance. T'es pas sans savoir que ce n'est, de parce qu'on entend dans les médias, l'avion-ambulance n'est pas une panacée. C'est pas un hélicoptère comme dans les émissions américaines qui débarquent sur le toit de l'hôpital puis ton patient est parti. À tout moment. Non, c'est pas du tout ça. De un, il faut que l'avion soit disponible, il faut que les conditions météorologiques le permettent, il faut que la piste d'atterrissage soit disponible également. Puis, habituellement, il y a 2 avions qui couvrent l'entièreté du territoire québécois. Donc, c'est souvent dans le Grand Nord, en Abitibi, les îles de Madeleine, la Côte-Nord. C'est toute une logistique de ce côté-là. Puis, on ne peut pas se permettre d'attendre que l'aorte rompue attende son transfert ou que la rate attende son transfert pour ne nommer que ceux-là. Donc, on n'a pas le choix d'intervenir rapidement. Sinon, le patient, il va décéder. Fait qu'on vit toujours avec ce trail-là. Ça déstabilise un peu des fois nos chirurgiens dépanneurs, mais bon, on essaie là, d'être en renfort si possible, justement là, pour les rassurer de ce côté-là. Je dirais que la polyvalence de nos apprentissages qu'on a fait à Québec pendant notre résidence nous servent énormément. C'est sûr qu'il faut rester actif intellectuellement au niveau de la formation continue, puis il faut s'exposer le plus possible là, pour rester, offrir une belle qualité de l'acte, là, même si ça fait quand même plus de 10 ans là, qu'on a été formés, parce que ce sont tous des événements plutôt rares, mais bon, on y parvient quand même. Là. La clientèle? La clientèle, on a... c'est sûr qu'au niveau de la Côte-Nord, on a une clientèle qui est très, très vieillissante, qui a beaucoup de comorbidités. On a un taux d'obésité qui est supérieur au reste du Québec. De là, la pertinence d'avoir développé justement un service de chirurgie bariatrique dans notre milieu. Ensuite de ça, on a beaucoup plus de tabagisme, beaucoup plus de cancer que dans le reste du Québec. Probablement, il y a un facteur industriel, il y a un facteur socio-économique et de très mauvaises habitudes de vie qui se sont installées là, au fil des années. On a environ 10% de notre clientèle également là, qui est Innu. Donc, on a appris à travailler avec eux et pour eux, puis il faut s'adapter, tout à fait. Puis on a des beaux partenariats avec nos communautés. Fait que c'est intéressant de le développer. Puis c'est pas quelque chose à laquelle j'avais été exposée vraiment pendant ma résidence. C'est ce que j'allais dire, exactement. Non, je pense que c'est sûr que
avec les derniers événements dans l'actualité, les gens, ils sont un petit peu plus sensibles. Mais à Baie-Comeau, comme tel, c'était une réalité qu'on avait déjà. On a un interprète qui est sur place, qui nous sert également d'agent de liaison. Et puis, on apprend à travailler avec nos communautés autochtones. Et puis, on les... comment dire? À force de les côtoyer, c'est les mêmes familles qu'on revoit. Puis, on a une réputation. Dans le fond, ça fait plus de 10 ans que je suis là, donc ils me connaissent tous. Ça, c'est le fun. Là. Est-ce qu'il faut gagner leur confiance ou... Oui, c'est une approche qui est différente. Oui, la confiance, mais je pense que depuis le temps, Baie-Comeau avait quand même une bonne réputation. Tu sais, si on se compare avec d'autres milieux hospitaliers qui n'ont pas des très bons partenariats avec leur communauté autochtone des alentours, je pense que Baie-Comeau, ça allait déjà bien là, avant même qu'on arrive. Là. Donc, on n'a pas vécu les enjeux des dernières années, par exemple, comme l'histoire de Joyce Echaquan. C'est pas le genre de choses là, qu'on voit. On a également là, des membres des Premières Nations qui travaillent même à l'hôpital. Là. Donc, forcément, on travaille avec eux, on est habitué de les côtoyer. Ils travaillent déjà à l'hôpital. Puis, par exemple, à la fondation de notre hôpital, il y a toujours un membre des communautés qui représente les intérêts de l'hôpital. Pour ce qui est, par exemple, de la bariatrique, rapidement, on a établi des partenariats avec les différentes communautés, avec les différents dispensaires, et notre nutritionniste a adapté son travail en conséquence. Puis nous-mêmes aussi, notre approche a changé. Là. On ne peut pas traiter, par exemple, en chirurgie bariatrique, là, pour donner un exemple, un membre d'une communauté extrêmement éloignée de nations autochtones, de la même façon qu'on va traiter un gars qui fait du fly-in, fly-out sur un chantier dans le Grand Nord. Là. C'est pas du tout pareil. Là. Fait qu'il faut savoir s'adapter. Puis de là, des soins de proximité à offrir à Baie-Comeau, contrairement à si ces patients-là devaient aller consulter en ville, par exemple, où ça serait dans un plus grand anonymat. Là. Mais si je ne m'abuse, les gens de la communauté autochtone ont des enjeux de santé spécifiques. Oui, tout à fait. Sont globalement peut-être plus malades, entre guillemets. Oui, malheureusement, plus d'enjeux, diabète. Tout à fait. Il y a un fardeau génétique incroyable. Il y a des cancers qu'on voit chez eux qu'on n'aurait jamais cru dans un si jeune âge apparaître chez les Caucasiens. Puis à ça, il doit s'ajouter effectivement un fardeau métabolique qui est tout à fait différent du nôtre. Au niveau des habitudes de vie, c'est sûr qu'il y a des changements à faire. Là. On ne se le cachera pas. Là. Ils ont accès davantage aux produits transformés, puis moins de produits frais, plus de produits de la chasse, qui habituellement, de toute façon, de ce côté-là, là, on n'a rien à reprocher. Là. C'est de la super belle viande, très beaux produits. Mais c'est sûr que c'est une approche qui est beaucoup plus, terre à terre, là, qu'on doit avoir avec eux là, en ce moment-là. Et puis, plus de sédentarité, malheureusement. Puis, au niveau du centre toxico aussi, là, c'est sûr qu'il y a des différences, mais c'est vraiment pas la majorité. C'est juste, ce qu'on en voit, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, mais pour les côtoyer dans le quotidien, je veux dire, ce qu'on en voit dans les médias ne représente pas du tout ce qui se passe dans la communauté, dans le quotidien. S'il y a un enjeu, j'ai peu d'expérience, le milieu de pratique à Québec, Saint-François d'Assise, souvent la clientèle va aller plus à l'Hôtel-Dieu. Tout à fait. Les enjeux de diabète, d'insuffisance rénale. Oui. Donc, est-ce qu'on doit apprendre à communiquer avec les patients Inuits, par exemple, la façon de communiquer pour bien faire passer le message? Oui, probablement. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la même façon là, concernant le changement des habitudes de vie ou comment annoncer un cancer? Non, ça se ressemble pas mal. Non, ça se ressemble beaucoup. Mais ils sont tellement polis, ils veulent tellement pas déplaire qu'ils vont souvent acquiescer à toutes nos demandes. Pendant l'entrevue. Là. Ils vont dire oui à tout ce qu'on va leur offrir. OK. Ils vont le dire souvent, là, ça. OK, oui. Ils vont acquiescer souvent. OK, il faut faire un scan, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils vont tous dire oui à tout, mais au final, on les perd. Puis, le scan n'a pas été fait, les prises de sang n'ont pas été faites, tout ça. Parce que finalement, poliment, ils acquiesçaient à tout notre plan de match, mais au final, ils n'embarquaient pas du tout dans notre plan, là. Mais ils vont pas te le dire d'entrée de jeu. Mais tu vas le savoir par la bande par la suite. Des pertes au suivi, on en a beaucoup. Ça, c'est un enjeu. Mais il faut être réaliste.
Oui, ben en bariatrique, non, c'est pas si mal, on en a pas beaucoup encore. Mais mettons en oncologie, tu sais, ça nous déconcerte parce que comme médecin, on a des guidelines, on est tellement drillés que c'est aux 3 mois, ces prises de sang-là, le scan aux 6 mois, etc. Nous, on se le fait driller pour la qualité de l'acte et tout. Les patients disparaissent. Notre patient partenaire, là, dans cette histoire-là, là. Non, faut juste être plus réaliste. Fait que nos attentes, comment dire, comme médecins, c'est pas d'abaisser nos attentes, mais c'est juste de leur dire, oui, dans les règles de l'art, ça serait telle chose, mais allez-vous le faire? Ben, tu sais, ou juste leur offrir, leur expliquer ce qui devrait être, mais qu'on comprendrait très bien qu'ils veuillent faire autrement. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça pourrait faire l'objet d'un autre balado, mais ça soulève l'enjeu de la valeur du suivi en oncologie. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses que l'on fait en oncologie qui n'ont pas beaucoup d'impact sur la... Tout à fait. Et ils n'ont pas tort. Mais nous, on vit le contraire. Je ne sais pas si tu serais d'accord, parce que dans ma pratique, moi, j'ai des patients qui insistent. Je trouve qui n'ont peu ou pas de bénéfice à être suivis. Tout à fait. Puis on leur explique ça, écoutez, le cancer est à très bon pronostic. Par exemple, vous avez un très grand âge. Même s'il y avait une récidive, probablement qu'on ne donnerait pas de traitement. Puis le patient est d'accord, là, effectivement. Moi, je ne prendrai jamais de chimiothérapie. Je ne me ferai jamais réopérer. On leur dit tout ça, puis là, on dit finalement, on pourrait ne pas vous suivre. Ah non, non. Non, je préfère. J'aimerais ça. Tout à fait, exactement. J'aimerais être suivi quand même. Oui. Donc, c'est peut-être tes patients qui ont raison. Est-ce que tu trouves que les gens de Baie-Comeau ou les autres, globalement, l'accès aux soins de santé, est-ce qu'il y a un enjeu au niveau de la qualité? Parce que l'on sait quand même, il y a des statistiques qui démontrent que les gens qui habitent hors des grands centres ont plus de chances, par exemple, de mourir plus de chances d'avoir un accident, si je ne m'abuse. Oui, et on a plus de chances trauma, là, définitivement. Et plus de risques d'en mourir. Oui. La même chose si quelqu'un fait un infarctus ben, c'est sûr à 200 km d'un grand on a encore centre. de la thrombolyse chez nous. Là. Exactement. Tout à fait. Mais toi, comment tu perçois ça à ce moment-là, je te dirais comme utilisatrice? Là. Disons, si tu avais 60 ans, là, puis tu connais tout du réseau, est-ce que tu disais au moins qu'on est à Baie-Comeau? On ne peut pas tout vivre en dedans d'un rayon de 50 km de l'IUCPQ. C'est pas réaliste. Là. On ne peut pas vivre avec une suite de coronarographie complète partout au Québec. Là. C'est irréaliste à la grandeur du territoire. Mais je pense faut accepter ça. Faut l'accepter. Puis je dirais que tous les Nord-Côtiers l'acceptent. Puis c'est pas rare que des patients vont même d'emblée, là, quand on parle du niveau de soins, par exemple. OK, moi, mon niveau de soins, là, bon, je discute du RCR, je discute, bien sûr, là, choc électrique, etc. Là, je leur explique, là, la base. Puis là, le next step, c'est, voudriez-vous de la dialyse? Ah, mais là, ça impliquerait d'aller à Québec. Ah, ben non, madame, j'irai pas. Donc, tout de suite, c'est fini, on clôt le débat. Donc, les soins intensifs, ça va, les soins maximaux qu'on va offrir, c'est ce qui est offert à Baie-Comeau, parce que le patient veut juste pas y aller. Il veut pas être transféré. Il n'est jamais allé, ça ne tente pas, ça l'intéresse pas, sa famille ne pourra pas suivre. Non, j'irai pas. OK. Fait qu'on adapte en conséquence. J'ai fait des mastectomies totales à des patientes pour des tout petites lésions, tout simplement sur la prémisse qu'elles ne voulaient pas avoir de radiothérapie car elles auraient dû quitter la ville. Ben, c'est pas grave. Au début, c'est un peu déconcertant parce que, bon, tout ce qu'on a étudié, puis tout le modèle qui nous a été bâti dans les centres tertiaires de maladies du sein, de faire la mastectomie partielle, l'oncoplastie, la mastectomie totale, vraiment, c'est du dernier ressort. Puis ensuite, il y a même la reconstruction, etc. Puis la radiothérapie, la curie, etc. Ah ben non. Non, madame, enlevez-moi tout ça. Je veux pas y aller. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Okay. Donc, on adapte un petit peu nos niveaux de soins, on adapte un petit peu le plan de match qu'on fait avec le patient, mais honnêtement, ils ont toujours raison. Okay. Parce qu'il faut s'adapter, puis probablement que cette même patiente-là, si elle avait été en ville, elle aurait été aussi bien servie par sa mastectomie totale, pour dire quelque chose, puis elle aurait été très, très bien dans sa tête avec cette décision-là, mais pour nous, c'était inacceptable parce que le soin était offert localement sans déplacement et hôtellerie, etc. Donc, on a des super belles discussions avec nos patients. Comme médecin, on doit s'adapter. Puis des fois, on est comme surpris de leur... une forme de simplicité, de dire, je n'ai pas besoin de ça. Ça va me donner quoi de plus? Ben, finalement, un point de pourcentage de survie de plus. Mais non, ça fait rien, là. Je vais aller à la saison de la chasse. Là. Ça, c'est l'autre affaire. Hein. Oublie ça d'opérer des patients la semaine qui précède la chasse puis les 2 semaines de chasse. Oublie ça. Même pour les cas de cancer. C'est religieux.
Donc, c'est des petites choses comme ça là, qui frappent là, quand on arrive en région. Là. La Côte-Nord particulièrement, mais je sais que j'ai d'autres amis là, qui habitent ailleurs, là, qui vivent la même réalité aussi. Là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Pour que les gens comprennent bien les enjeux actuels que Olivier et toi vivez, là, j'aimerais ça que tu me racontes parce que vous êtes un couple de chirurgiens dans une ville. Vous êtes les seuls chirurgiens. Oui. Raconte-moi ta vie je sais pas, c'est depuis 6 à 12 mois que vous êtes dans un Oui, effectivement. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Initialement, là, on était... quand on est arrivé, il y a un peu plus de 10 ans, on était 5 chirurgiens avec une dérogation. Mais tu sais, ça tombait bien parce que dans le fond, Olivier commençait l'armée, là, parce qu'il est dans l'armée également. Donc, bon, ses absences étaient plus compensées de cette façon-là. Puis moi, je savais bien que j'allais tomber enceinte éventuellement. Donc, couverture des congés de maternité. On est une grosse équipe. Bon, ça va être parfait. Ça va bien se faire. Et puis là, au fil des années, c'est sûr, des retraites et ensuite des congés de maladie de collègues, etc., etc. Et pour arriver que finalement, l'année dernière, l'hiver passé, là, notre monde s'est un petit peu écroulé et on a perdu 2 collègues rapidement. Et là, on se retrouve depuis le mois de septembre à être vraiment que 2 chirurgiens actifs. On a une super collègue en renfort que j'ai déjà mentionné, qui est Dr Brie, qui est en pré-retraite et qui nous aide énormément pour toute la portion cléricale, la portion clinique externe, hospitalisation. Mais la garde là, le fait d'opérer, tout ça, ça ne repose que sur Olivier et moi. Et oui, nous sommes un couple depuis, ma foi, plus de 15 ans, depuis le party d'accueil du programme de chirurgie, là. Quand on est rentré là, en 2008. OK, ouais. Oui. Tout de suite après avoir terminé la médecine. Alors, on est devenu un couple, on s'est mariés, etc. On a 3 enfants. Donc, c'est une logistique familiale à tout casser qui implique beaucoup de garde. Et, dans le fond, maintenant, on relève là, de dépanneurs en chirurgie qui viennent en renfort là, de temps à autre pour nous alléger tout ça. Mais bon... on a fait 1 mois de garde en ligne à 2. On refait encore 1 mois en ligne à 2. Et là, les gens doivent comprendre, oui, mais c'est une semaine sur 2 que tu es de garde. Oui, mais c'est pas juste ça. Là. Dans le fardeau familial, tous les soirs où tu es solo parental, ça amène une certaine lourdeur. Toute la logistique des transferts d'enfants pour le parascolaire, etc. Et encore, quand j'ai besoin d'une deuxième opinion pendant que j'opère ou que j'ai besoin d'une deuxième paire de mains pour opérer... c'est ça que j'allais dire. Donc, on relève l'un de l'autre, là. Vous êtes toujours de garde en second. Toujours, effectivement. Donc, c'est pas rare qu'on doit débarquer à l'hôpital avec nos enfants, puis à brûle-pourpoint, les enfants, on les met dans le salon du chirurgien, puis avec un peu de loisir, un peu de nourriture, puis on s'en va opérer à 2. Le temps que ça dure, la portion la plus critique de l'opération, pour dire quelque chose. Il y a du chocolat dans le tiroir. Il y a du chocolat dans mon tiroir, toujours. Mais dis-moi, sans vouloir... Tu devrais faire ça combien de temps, comme ça? Ou Ça a été dur. Le dernier mois de garde a été vraiment très lourd. On a une lourdeur au niveau de la clientèle. Là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les patients sont
tellement malades. On fait pas juste de la petite chirurgie, là, genre appendice, vésicule biliaire, vite, là, sur la garde, ça va être réglé. Non, c'est des cas qui accumulent. Puis là, en plus, on a le fardeau de suivre les cas que nos collègues dépanneurs nous laissent. Alors que, tu sais, lundi, tu dirais, je vais retourner ça au chirurgien traitant. Mais non, t'accumules ces cas-là. Donc ça amène une certaine lourdeur. Je sais pas combien de temps on pourrait toffer comme ça, mais Olivier et moi, dans notre chaîne de valeurs, là, on n'est vraiment pas des gens qui vont abandonner. Puis, tu sais, le capitaine de navire qui reste dans son bateau, même quand le bateau coule, peu importe, là, on est comme ça. On est intègre, on est loyaux envers le système, on a des engagements envers notre clientèle, envers nos collègues médecins, envers nos collègues médecins de famille particulièrement. On va rester. On est là. On est en renfort, on a besoin de souffler, certes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, puis combien de temps les enfants vont endurer ça. Mais on n'est pas du genre à abandonner. Là. Mais je pense qu'on sous-estime la résilience des enfants. Oui, tout à fait. Donc, juste que ça pèse lourd quand, à tous les soirs, les enfants demandent « Bon, mais là, ce soir, c'est qui te garde? C'est papa ou maman qui te garde? Le matin, tu commences ta journée, ben là, c'est papa ou c'est maman qui va être là pour le souper ce soir? » À un moment donné, ça finit par peser lourd, mais... Parti comme c'est là, en tout cas, ma plus vieille est fortement intéressée sur le sujet. Il me pose tellement de questions. On en parle tout le temps. Elle joint aux discussions avec nous à table. C'est beau à voir, là. Quand même, elle est impressionnée quand même si oui, ça a une lourdeur familiale, tout ça. Crime, je serais pas surprise qu'elle devienne elle-même chirurgienne plus tard. Là, mais il faut dire que c'est une personne particulière aussi. Oh, en Élisabeth? Exact. Si peu. Pendant qu'on parle des enfants, dis-moi, est-ce qu'à moyen ou long terme, l'enjeu des études, le fait que les enfants pourraient quitter relativement jeunes, parfois? Le cégep de Baie-Comeau a une très, très bonne réputation où il offre une panoplie de programmes là, qui n'est vraiment pas un enjeu de ce côté-là. Puis l'école secondaire, on a 2 excellentes polyvalentes qui ont des créneaux particuliers, chacune d'entre elles. Ça, j'y verrais pas un enjeu. Puis je pense que nous, comme parents, on est aussi responsables d'amener au-delà du curriculum scolaire, soit à travers le parascolaire ou à travers les voyages ou les expériences ou nos enseignements qu'on leur confère, on amène notre enfant à aller toujours plus loin. Donc oui, c'est sûr que si au cégep veut faire une technique qui n'est pas offerte à Baie-Comeau, il devrait y avoir un déménagement de ce côté-là. Mais sinon, à l'université, là, c'est sûr, il faut qu'ils quittent. Là. Mais bon, on a un pied à terre à Québec maintenant, puis les enfants se voient déjà aller à l'université à Québec en restant dans cette maison-là. Ça nous irait aussi. Hein? OK. Ouais. Dis-moi, au niveau du personnel paramédical, est-ce qu'il y a des enjeux de ressources? Oh, définitivement. Comme on entend peut-être oui, partout. Mais on a... Oui, beaucoup d'agences, là, comme on dit, les agences là, de personnel. Mais une fois que les fameuses agences débarquent à Baie-Comeau, il n'est pas rare qu'ils restent pendant 2 ou 3 ans. Là. OK. Ils font du fly-in, fly-out avec leur famille qui est à Montréal, mais ils travaillent un 10 jours en ligne à côté avec tous les supplémentaires possibles à Baie-Comeau et ils adorent ça. Mais leur enjeu familial fait qu'ils ne peuvent pas déménager physiquement à Baie-Comeau. Et je crois aussi pour le niveau des règles d'emploi puis les règles syndicales, etc., ils ne pourraient pas être engagés localement, mais ils le voudraient s'ils le pouvaient. Fait qu'on a d'excellentes agentes ou agents, en tout cas, des gars, au niveau nursing. Côté des autres spécialités, là, c'est sûr qu'au niveau nutrition, physio, ergo, etc., il n'y a pas de privé à Baie-Comeau, donc on n'a pas cet enjeu-là, mais il faut quand même qu'ils viennent s'établir à Baie-Comeau. Donc, au niveau du recrutement, c'est un petit peu difficile. Puis, ce sont toutes des formations qui sont données à l'extérieur. Donc, on n'a pas de stagiaires en ergo ou en physio qui viennent à Baie-Comeau parce qu'on n'est pas un milieu universitaire de ce côté-là. Fait que oui, ça demeure un enjeu, mais ceux qui commencent, c'est pas rare qu'ils continuent par la suite. OK. Ouais. Ils adorent ça. Là. C'est un très, très beau milieu, très dynamique. Est-ce que le climat est un enjeu, disons, pour recruter des gens qui viendraient de Montréal ou ça peut être quand même assez frisqué? Oui, c'est assez frisqué. On a passé l'Halloween cette année, puis... Il faisait chaud cet Halloween-ci. OK. Oui. D'habitude, il y a de la neige. C'est vrai que c'est... Il faut que tu aimes le plein air. Là. On ne se le cachera pas. Il faut que tu aimes le plein air. Puis il faut que tu t'actualises là-dedans, puis que tu l'apprécies, puis que, tu
sais, que tu embrasses ta nordicité, comme on dit. Puis moi-même, je suis une fille de plein air, mais j'ai appris à faire d'autres sports que le ski alpin, pour dire quelque chose, en étant physiquement à Baie-Comeau. Puis pour ce qui est de l'été, ben là, l'été est de plus en plus long. En 10 ans, je vois un gros changement. Ah oui? Ah oui, j'ai ouvert ma piscine à la mi-mai, on l'a fermée le 2 octobre. C'est exceptionnel, là. Mais c'est de plus en plus comme ça. Chaque année, l'été s'allonge et un petit peu plus chaud, mais très peu de personnes ont besoin d'un air climatisé. On dort bien, comme on l'a dit. Puis ça sent bon, ça sent les peanuts partout. C'est magique. Fait que si tu es quelqu'un de plein air, tu vas y trouver ton compte. Puis au niveau culturel, il y a quand même des belles découvertes à faire. Mais de toute façon, je veux dire, soyons honnêtes, tu habites à Québec. Là. Tu y vas-tu à l'opéra? Tu y vas-tu au théâtre? Tu y vas-tu au cinéma? Moi, pas tant. Là, mais pas tant, c'est ça. T'sais. C'est pire depuis la pandémie, d'ailleurs. Oui. Pour toutes sortes de raisons. Mais tu sais, une fois qu'on a une famille, là, je veux dire, le parascolaire et toutes les activités sportives de nos enfants, l'activité culturelle de nos enfants prennent quand même une grosse place dans notre cédule. Là. Exact. Ben là, la beauté de la chose, c'est que tous mes livres sont en dedans d'un rayon de 5 km. OK. Donc, c'est parfait. C'est super facile. Je ne perds jamais de temps dans le trafic. Jamais. On se lève à 7 h le matin. Mes enfants prennent l'autobus à 7 h 30. Je suis à l'hôpital à 8 h moins 5. Je commence à opérer à 8 h 10. C'est magique, là. Aucun trafic. Même chose sur la gare. L'anesthésiste me texte, je suis dans ma piscine, je m'en viens, je rentre opérer. C'est magique. Comment avez-vous des recrutements en vue? Parce que j'imagine, tu sais, c'est comme... en plus, les corps de résidents sont relativement petites dans le moment. Là, on voit ça comment? Non, c'est un gros enjeu, j'en conviens, mais c'est partout pareil au Québec. Il y a eu des réformes qui ont été faites dans le passé pour diminuer les cohortes de toutes les médecines spécialisées en faveur de la médecine de famille. Puis moi, je suis sur le comité des régions intermédiaires et éloignées de la FMSQ. Je suis la déléguée là, des régions éloignées au niveau de la Côte-Nord. Et c'est un gros enjeu partout. Les cohortes sont de plus en plus petites au niveau des spécialités. C'est correct, là, je comprends, là, au niveau de médecine de famille, là, il en manque. Là. Mais là, on se retrouve avec un besoin encore plus criant en région. Il y a des retraites, il n'y a rien qui est remplacé. Et on ne peut pas relever uniquement des dépanneurs. Là. Il n'y a rien qui se fait dans ce temps-là. Là. Mais c'est pas des dépanneurs qui vont sur les comités. Non, c'est ça. C'est le ça, mot là. le dit, là. Ben, exactement. Ça c'est dépend. pour couvrir la garde. Là. Ça couvre rien d'autre. Là. Fait que ça marche pas. C'est un peu décourageant. Mais je pense que... Comment dire? Si tout le monde y met du sien... Pis, si les gens nous choisissent comme collègues aussi... Ils vont voir en nous des mentors. Là. Ça, c'est notre plus gros moyen de recrutement. On a des résidents de temps en temps. On a des externes. On a un ELI à Baie-Comeau, là, un externat longitudinal intégré. Donc, on a toujours des externes avec nous. Ça les sensibilise aux enjeux des régions. Je pense que de ce côté-là, il y a un beau développement. Puis l'Université Laval, pour avoir parlé avec le doyen il n'y a pas si longtemps, est vraiment soucieux de faire découvrir la pratique en région. Mais si on regarde, par exemple, les objectifs du Collège Royal, ben, ils ont même enlevé l'obligation de faire des stages en région. Tu sais, ça marche pas, là. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est ça. Mais c'est sûr que le modèle québécois ne colle pas sur le modèle de d'autres provinces qui sont très centrées sur les centres tertiaires et il ne se passe absolument rien en région. Tout est transféré. Je pense que le modèle québécois n'est pas du tout là-dedans. Je pense que les Québécois ne l'accepteraient pas non plus. Donc oui, ça demeure un gros enjeu. Au-delà de l'éloignement, est-ce que tu penses que le type de pratique que vous avez... C'est très intimidant. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Oui. Donc, toi, tu dis on fait un peu de tout, mais peut-être qu'il y a certains candidats disent « Oh, pas certain, moi, là. Non, ça prend des couilles. D'avoir un traumatisé, puis une aorte rompue, puis... oui. Puis je fais les hémorragies de Jesse Holt, oui, toutes sortes tout à de fait. Il n'y a choses. pas de gastro-entérologue. On a tout appris ça sur le tas, comme on dit. Puis avec mes collègues qui étaient déjà sur place, là, nos mentors là, que j'ai nommés précédemment, ils sont pour beaucoup parce que c'est pas des choses auxquelles j'avais été exposée pendant ma résidence. Ça prend un type de personnalité. Comment dire... on fait pas de la médecine du monde, là, mais ça serait le même genre si tu allais travailler pour Médecins sans frontières ou Médecins du monde, tu aurais beaucoup de cordes à ton arc. Là. Tu serais capable de faire n'importe quoi. C'est un peu ça qu'on a. Et de là, l'importance de choisir des collègues qui vont savoir t'appuyer pour aller chercher ce que tu n'auras pas appris à l'école, justement. Ça prend beaucoup d'humilité. On touche à tout. On n'est pas bon dans tout. On essaye d'être à jour dans tout. C'est pas facile.
Puis, tu sais, quand on appelle justement nos anciens patrons à Québec, puis qu'on ventile nos cas, comme on dit, là, des fois, j'ai l'impression de vous appeler juste pour... j'ai juste besoin de jaser. Là. J'ai juste besoin de ventiler mon cas. J'ai pas besoin nécessairement de te le transférer, mais j'ai besoin d'une écoute, d'une empathie, d'une compassion, Mais ça fait toute la différence, sérieusement, Jean-Pierre. T'as aucune idée. Quand j'appelle un collègue à Québec pour jaser de mon cas, mais la réceptivité de ce collègue-là peut faire toute la différence par la suite sur mon moral. Okay. Sérieusement, là, ça vaut de l'or. Puis on est béni d'avoir échoué, si on veut, à Bécomo, c'est qu'on relève du Ruisse Laval et donc on appelle nos anciens patrons. C'est sûr que si j'étais atterré en Abitibi, puis là j'appelais à Montréal, puis j'étais complètement anonyme. Aucun réseau, pas de contact. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, quand j'appelle à Québec, je connais les gastroentérologues, je connais les intensivistes, je connais tous mes collègues chirurgiens. Ça fait une grosse différence. Vraiment. Très grosse différence. Les choses que tu fais dans ta pratique aujourd'hui, dirais-tu que ce que tu fais actuellement, ce que tu appliques comme, comment dire... en fait, je vais donner mon exemple, moi. Oui, vas-y. Il n'y a rien que je fais actuellement... C'est sûr que ça fait plus longtemps là, que j'ai fini, quelques années de plus. Il n'y a rien que je fais actuellement que j'ai appris durant ma résidence. Rien. Mais, par contre, ce que j'ai retenu, ce sont des principes. Une façon de traiter la pathologie, de m'occuper des patients, mais dans les faits, je ne fais rien de ce que j'ai appris. Donc, toi, tu es peut-être au milieu de ta carrière. Tu es peut-être en transition, dirais-tu, entre... Pas tant, parce que je pense que toi, ton step au niveau de la laparoscopie a fait... C'est quand même un changement de paradigme assez important. Peut-être, oui. OK. Moi, je suis née dans la laparoscopie, là. C'est-à-dire que c'est nous qui avons amené la laparoscopie avancée à Bécomo, par exemple. Donc, on a continué dans cette même ligne-là. Mais Dr Péloquin nous avait dit, quand on avait notre discours de graduation de chirurgie, je m'en rappellerai toujours, il dit « On vous a pas appris des opérations, on vous a appris à opérer. » Exactement. Et donc, on improvise souvent, mais on a un bagage d'outils assez impressionnant qu'on est capable de dégainer à même l'opération pour s'adapter à la situation, selon le matériel qui est à notre disposition, selon les comorbidités du patient, selon la disponibilité des plateaux techniques, etc. Ça prend une très, très grande polyvalence. Bon, je suis pas une fille de monotonie, ça tombe bien. Là. Je déteste la routine, je déteste refaire une énième fois les différentes choses, puis c'est pour ça qu'on aime ça, de développer des nouveaux outils, puis acquérir de nouvelles technologies, puis aller se former pour une nouvelle technique, etc. Mais au final, là, quand on opère des catastrophes, là, ça nous arrive d'opérer des catastrophes, puis tu commences ton cas, puis tu sais pas où tu t'en vas. Mais c'est tout ce gros bagage-là qui nous sert, puis des fois, j'entends Roger Grégoire dans ma tête. J'entends Jean-Pierre. J'entends Dr Péloquin, Guy Roy, Gaétan Brochu, etc. Tous ces enseignements-là que j'ai eus au fil des années là, me reviennent, puis ils sortent au bon moment. Ça, c'est précieux. Vraiment. Puis je pense que les patrons n'ont pas idée à quel point tous ces enseignements-là nous servent pour toujours. Puis que ça soit à appliquer en laparoscopie, en laparotomie, etc., là, ça reste. Ça reste. Puis on vous entend dans notre tête des fois. Puis des fois, on opère et on se dit, mais qu'est-ce que ce patron-ci ferait dans telle situation? Puis la réponse nous vient. D'accord. Puis le fait que Olivier et moi, on a été formés à la même place, mais c'est drôle parce que des fois, on le dit exactement de la même façon, justement. On a eu une collègue aussi, Dr Bussière, qui a été là pendant 5 ans avec nous, qui a été formée aussi ici à Québec. Elle aussi, tu sais, c'est des réflexes qui revenaient, là, vu qu'on a la même école. Là. Le même bouillon. Ouais, exactement. Vous avez tous bu le même Kool-Aid. Oui. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca.
C'est à info à commercial rempartneuro.ca. Dis-moi, on approche la fin, Hélène. Oui. As-tu une devise ou... J'essaie de penser, puis je te connais bien. Puis, J'ai pas de devise, honnêtement. Puis je crois pas à ça, moi, ces affaires-là. ok. Là. J'ai des valeurs vraiment bien ancrées. J'ai un noyau extrêmement sincère. Je suis pas capable de mentir. D'ailleurs, dans un certain stage de chirurgie vasculaire, j'avais 2 patronnes que tu reconnaîtras à travers ce que je vais dire, qui m'avaient dit dans la même journée et sans se concerter, « Hélène, tu dis vraiment tout ce que tu penses, hein? Bon, première opération. Deuxième opération, dans une autre salle d'opération avec une autre patronne, elle me dit, « Hélène, t'as pas besoin de parler qu'on sait ce que tu penses, hein? » Je dis, « Mais là, sérieusement, les filles, là, je suis très transparente, je suis extrêmement honnête, je suis loyale, je suis intègre, je suis pas capable de mentir. Pour moi, la loyauté, l'intégrité intellectuelle, familiale, écoute, c'est des valeurs profondément ancrées en moi. Là. Fait que je dirais pas que j'ai un motto dans la vie, mais l'intégrité, là... ça serait plus une valeur. Ouais, vraiment. Puis tant mieux parce que je la partage avec mon mari, puis ça nous fait une solide base pour tout ce qui entoure notre pratique, tout ce qui entoure la famille, et aussi notre couple, forcément. Là. Ouais, c'est vraiment l'intégrité. Est-ce que la communauté ou l'hôpital de Baie-Comeau vous prend pour acquis? Parce que je pense pas que les gens réalisent qu'est-ce que ça représente vous avoir dans le moment. Là. Si vous partez, c'est fini. C'est catastrophique. C'est catastrophique, oui. Effectivement, si on part, oui. Donc, est-ce qu'on vous prend pour acquis? Non, je dirais pas qu'on nous prend pour acquis, puis je dirais pas pour autant qu'on nous chouchoute pour nous dérouler le tapis rouge à tous les jours pour être sûr qu'on reste là. Ouais, non, je pense que les gens ont compris qu'on était là pour les bonnes raisons, puis qu'on a vraiment à cœur notre communauté, on est extrêmement impliqués, autant à l'hôpital qu'à l'extérieur de l'hôpital. On fait bien du bénévolat, puis on implique nos enfants, puis on est impliqués dans l'école, etc. Fait que je pense pas qu'ils nous prennent pour acquis, mais il y a un profond respect mutuel. Je veux dire, les plus beaux compliments qui nous viennent, c'est quand, par exemple, un infirmier ou une infirmière vient nous voir pour qu'on opère le membre de sa famille, tu sais, à quel point ils nous font confiance, puis on est devenus vraiment des piliers, je pense, importants de la communauté, mais tu sais, on s'enfle pas la tête avec ça, puis on va pas faire du chantage, de dire, ben là, si on n'a pas ce qu'on veut, on s'en va. J'ai déjà vu ça. Là. J'ai déjà vu ça. Effectivement. Puis, mais justement, ça ne fit pas avec nos valeurs, ce genre de comportement-là. Là. Est-ce que tu serais capable, si c'est parfois confidentiel, de citer le plus beau moment de ta carrière ou qui a maintenant plus de 10 ans? Ça peut être confidentiel parfois. Non, là. C'est pas confidentiel parce que j'ai des victoires. Oui, mais c'est ça, c'est une foule de souvenirs. J'ai plein de victoires qui me nourrissent dans le quotidien. Que ce soit le sentiment d'accomplissement incroyable d'avoir sauvé une vie ou d'avoir enlevé tel cancer. En chirurgie bariatrique, on a des remerciements qui dépassent l'entendement aussi. Mais sérieusement, là, d'avoir fait la télésérie de Garde 24/7, là, les 2 dernières saisons, d'avoir été une des protagonistes, c'est un accomplissement que j'avais jamais vu venir et qui m'a mené à plus loin que ce que j'aurais cru. C'est extrêmement stressant, extrêmement difficile à faire. Et c'était... Je suis une fan finie là, de cette émission-là depuis ses débuts. Je suivais ça assidûment. Fait que c'était de couronner quand même ma carrière que de dire j'allais être dans cette émission-là. Okay. Ça c'est assez incroyable. Pour en avoir écouté des segments, avec les patients, comment ça fonctionne? Est-ce que les patients signent une décharge est complète? Tout est signé à l'avance. Autant se faire se peut pour tout ce qui est électif. On choisit nos patients, etc. On les soumet à la production, on les appelle, etc. pour être sûr qu'il y ait qu'ils soient d'accord. Des fois, moi, j'en ai eu des patients qui ont refusé. Puis là, shit, ça aurait fait un beau cas. On veut dire, là, on veut faire de la bonne télé. Là. Est-ce que le patient a un droit de regard sur le produit avant que ce soit... Non. Non. Ça, non. Okay. Nous, oui. Mais eux, non. Mais ils signent d'avance la décharge. Mais sérieusement, c'est une équipe tellement professionnelle, tellement enveloppante, tellement sécurisante, tellement... ils font de la foutue bonne télé. Là. Sérieusement, c'est la meilleure pub que tu peux pas avoir de recrutement. Pour l'hôpital? Pour l'hôpital, mais pour le système de santé en général aussi. Là. Après mon podcast, évidemment. Ouais, mais surtout depuis qu'on est en mode hybride. Oui, j'en conviens.
Ouais, fait que ça, c'est pas mal dans le top, là. C'est bon, écoute. Est-ce que section baguette magique? Yes. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui, donc on est en février 2024, l'épisode va être en ondes un peu plus tard au printemps, mais... Ah, juste diminuer la bureaucratie, puis juste qu'on puisse faire notre job. La bureaucratie locale La lourdeur. Non, parce que local, c'est provinciale? pas si mal. Mais ouais, la lourdeur de vouloir instaurer des nouvelles choses ou de faire des déplacements sur le jeu d'échecs qu'est le système de santé, là, ces déplacements-là sont tellement lourds parce que ça prend tel formulaire, puis telle démarche, puis telle direction qui doit l'approuver, puis ça redescend par la suite. Toute cette lourdeur-là, alors que les gens sur le terrain sont tellement pleins de solutions. Là. Puis aurais-tu une rencontre de rêve dans le monde, vivante ou décédée? La reine Victoria. Sérieusement, c'est une femme leader, accomplie au niveau personnel, familial. Je crois qu'elle a eu 9 enfants. Elle était reine d'un empire. Elle faisait équipe avec son mari. Non, j'aurais plein de trucs à lui demander. OK, c'est bon. Excellent. Est-ce que tu supportes une fondation particulière? Oui. Écoute, je suis arrivée première réunion de CMDP l'été 2013, puis je suis devenue administratrice de la fondation de notre hôpital. Ensuite, j'en suis même devenue présidente. Puis là, maintenant, je suis vice-présidente de la fondation. Donc, c'est la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. Donc, maintenant, on a plusieurs volets. C'est super intéressant. On n'est pas juste la fondation de l'hôpital, mais on fait aussi tout ce qui est centre jeunesse, CHSLD, soins de première ligne, CLSC, etc. Donc, j'ai vraiment cette fondation à cœur parce qu'elle nous sert de levier pour développer tellement de beaux projets que nos leaders médicaux ou paramédicaux ont en tête. C'est parfait. Donc, la fondation de... Santé et des services sociaux de Manicouagan. Excellent. Donc, la fondation de l'hôpital, le Royer, mais c'est bien au-delà de ça. On a plusieurs chapeaux maintenant. Là. C'est une belle façon de conclure. Hélène? Oui. Cheers! Cheers! Merci. Hey, ça me fait plaisir, Jean-Pierre. Merci de l'invitation. À la prochaine. J'espère recruter via ce podcast. Possiblement. Futurs collègues. Excellent, bye. Ça fait plaisir, merci. Ouais. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.